Welcome, everyone. Bonjour et bienvenue à la troisième journée de notre conférence sur l'accessibilité des parcs. Je m'appelle Alison et je serai l'hôte aujourd'hui. J'ai 35 ans, je suis une femme, j'ai des cheveux bruns, courts. Aujourd'hui, je porte une veste blanche. Vous pouvez donc voir l'émission en diffusion sur notre chaîne. Si vous êtes surstimulé par l'ensemble des interprètes, vous pouvez aller sur la diffusion en direct qui vous permettra d'éviter cela. Nous avons des conférenciers de partout au Canada et qui proviennent de l'international. L'équipe reconnaît que la terre sur laquelle nous nous trouvons est le territoire sacré de nombreuses nations, peuples autochtones, y compris les Anishinabek, des Trois-Fires, les Haudenosaunee, des Six Nations et les anciens peuples Wendat. Le territoire que nous appelons Toronto, c'est un territoire cédé couvert par le traité 13 entre les Mississauga de Credit et la Couronne. Les gardiens sacrés ont établi un traité du bol avec une cuillère entre les Haudenosaunee et les Wendat bien avant les premiers contacts. Aujourd'hui, cette terre accueille bien des gens, y compris les gens des Premières Nations, des Métis et des Inuits. En tant que colonisateurs et visiteurs, nous voulons comprendre nos responsabilités dans notre service et notre objectif en tant que gardiens et responsables de ces terres sacrées. Nous voulons également comprendre et nous réconcilier avec ces civilisations autochtones qui sont toujours affectées par le colonialisme continu. Nous vous encourageons toutes et tous à prendre un moment de réflexion pour contempler la relation entre les peuples autochtones qui ont habité ces terres depuis des temps immémoriaux et votre présence sur celle-ci. Nous rendons hommage à ces gardiens aujourd'hui. Quelques remarques d'intendance. Vous pouvez poser des questions dans la case Q&A au bas de l'écran. Vous pouvez aussi soumettre des questions par téléphone au numéro 86 597 3422 poste 7879. Les questions peuvent être aussi envoyées par courriel à engineeringhealth@uhn.ca. Nous avons un horaire serré, mais nous tenterons de répondre à toutes les questions si le temps le permet. Si vous voulez du sous-titrage en français, ce sera affiché dans un écran distinct. Vous verrez le lien dans le chat. Et si vous êtes en audio par téléphone, vous allez pouvoir entendre la langue d'origine de chaque présentateur uniquement. Si vous avez des difficultés d'accès, veuillez nous envoyer un courriel à engineeringhealth@unh.ca ou 416-597-3422, poste 7879. Nous avons donc des petits sacs cadeaux virtuellement disponibles sur notre site Web. Ça provient de diverses compagnies axées sur les personnes handicapées et gérées par elles de partout au Canada. Aujourd'hui, notre premier conférencier, Mahadeo Sukai, qui est le premier chercheur biomédical aveugle au Canada. Il possède plus de 20 ans d'expérience en tant que chercheur universitaire et éducateur. Il dirige le programme de recherche de l'Institut national canadien pour les aveugles. Il mène des projets. Il ne pouvait être avec nous en direct car sa femme et lui ont accueilli un nouveau bébé récemment, mais il a pu soumettre une vidéo pour nous maintenant. Bienvenue, Mahadeo. Bonjour tout le monde, je suis heureux d'être avec vous virtuellement. J'adore le thé. C'est un de mes deux vices. Les livres sont l'autre. Boire du thé avec un bon livre, c'est un pur délice.
Avant la pandémie, ma femme et moi allions souvent dans quelques cafés préférés à Kingston où nous vivons. La vie a changé, bien sûr, avec la pandémie et changera encore, puisque je vous parle par le biais d'une session préenregistrée, ma femme et moi, donc, attendant notre premier enfant la semaine de la conférence. J'ai du mal avec les cafés, donc en général, c'est à cause du processus de sélection. Euh, j'ai pas de difficulté à prendre des décisions, c'est plutôt que j'ai du mal à lire les menus. L'écriture est trop petite, ils sont trop éloignés, le contraste est généralement faible, il y a un projecteur qui frappe le menu dans un angle bizarre, avec des reflets mal placés ou éblouissants. Je ne pense jamais à prendre mon fidèle télescope monoculaire avec moi pour une sortie sociale et souvent la distance et l'angle sont trop grands pour que je puisse prendre une photo assez nette, même avec un des meilleurs appareils iPhone qui existent. En général, je me tourne vers ma femme, elle va en premier faire sa commande, elle me laisse plus de temps ou elle me lit les options possibles. Si je suis seule ou avec un collègue, je devais employer différentes tactiques. Je vais vous parler des 3 endroits que nous visitons le plus fréquemment. Le premier est un endroit merveilleux avec un grand choix de thé en théorie. J'ai découvert que tout n'est pas disponible en tout temps. Il vaut mieux lire leur menu en ligne, sauf lorsqu'ils n'ont pas ce que je veux. Dans le premier café, je demande généralement au barista de me proposer des options, puis il me lisait les choix du menu car il n'y avait pas de menu pratique à lire sur place et bien trop d'options pour que je puisse le faire rapidement. Dans le café numéro 2, il y avait un menu très pratique, bien imprimé, avec un support à côté de la caisse pour feuilleter rapidement. Dans le café numéro 3, j'allais derrière le comptoir pour une expérience multisensorielle avec les thés en explorant de près des petites boîtes de thé. Et 2 ans et demi après les premières fermetures suite à la pandémie, ils ne le font plus. Hélas, ils ont adopté la même stratégie que le café numéro 1, mais sans les projecteurs mal placés sur le tableau de menu. Il est intéressant de noter que le Café 1 fait partie d'une grande chaîne avec des emplacements à presque tous les coins de rue. Le numéro 2 est plus classe, plus chic, moins omniprésent. Le numéro 3 est un café spécialisé qui ne fait pas partie d'une chaîne. Il est également noté qu'en cas de pandémie, les livraisons proviennent du café numéro 1, mais pas à partir des numéros 2 et 3. Je vous demande de prêter attention à la façon dont j'ai monté cette histoire. J'ai présenté les obstacles que je rencontre en lisant le menu, j'ai décrit les problèmes fonctionnels et en plus, j'ai proposé des solutions potentielles à ces obstacles. Aussi, certaines de mes techniques de recherche de solutions que j'ai expliquées en indiquant qu'elles ne sont pas toujours efficaces. Je ne vous ai pas dit cependant que je suis malvoyant et je ne vous ai pas dit quel était mon diagnostic. Mais bien sûr, si vous avez lu ma bio ou si vous avez fait des recherches sur moi en ligne, vous savez très bien que je vis avec un handicap visuel et ce depuis toujours. Nous avons souvent beaucoup de mal à séparer les termes de diversité, d'accessibilité et d'inclusion les uns des autres. Nous pensons que la diversité, un terme de représentation, est synonyme aux autres et nous tentons souvent de démontrer notre inclusion en tant que nation, communauté, entreprise ou équipe en mettant en avant notre diversité. La confusion entre accessibilité et inclusion vraiment est bien connue. On pense souvent qu'elles signifient exactement la même chose, mais pour 2 populations soi-disant distinctes qui ne se chevauchent pas. L'accessibilité, en guillemets, est souvent réservée et revendiquée par les communautés de personnes handicapées. L'inclusion, également, entre guillemets, est associée à la pleine participation de groupes divers, qu'il s'agisse de diversité ethnique, de genre, religieuse, d'orientation sexuelle, linguistique, etc. Il y a un problème avec cette façon de penser. Oui, il est vrai que je vis avec un handicap visuel et ce depuis toujours, mais il est également vrai que je suis un homme immigré de première génération, d'origine sud-asiatique et antillaise, marié et vivant dans un ménage à double revenu. En réalité, je ne peux pas et on ne devrait pas attendre de moi que je sépare ces identités l'une de l'autre. Revenons aux 3 cafés.
Le café numéro 1 représente la diversité dans toute sa splendeur, un choix de thé exceptionnel. Le numéro 2 représente l'accessibilité, des menus en ligne, sur le tableau des menus derrière le comptoir, en version imprimée, tous les thés sont disponibles en permanence. Et le numéro 3 est synonyme d'inclusion. Je suis habilité puisque je peux interagir avec les thés à ma façon sans avoir besoin d'aide en passant derrière le comptoir. Cette histoire illustre comment nous, en tant que société, pensons et parlons du handicap, de l'accessibilité et de l'inclusion. Pas seulement les personnes handicapées, mais tout le monde. On peut dire que les 3 cafés étaient accessibles pour moi en tant que personne ayant un handicap visuel, mais ils n'étaient pas tous accessibles de la même manière. Et je dirais que certains étaient plus accessibles et inclusifs que d'autres, et l'un d'entre eux était, avant la pandémie, le plus inclusif de tous. D'abord, le numéro 1 montre comment on nous apprend à penser à l'accessibilité, comment la plupart d'entre nous le font. Il y a un processus en place. Quelqu'un a besoin d'aide, il doit demander de l'aide. Nous sommes surpris que quelqu'un ait besoin d'aide pour une chose aussi évidente. Parfois, nous disons quelque chose de stupide et d'insultant, comme « Vous ne pouvez pas lire le menu, c'est là derrière ». Mais parce que les ventes comptent, surtout si le manager nous regarde, nous finissons par aller de l'avant et offrir l'aide demandée. Le café numéro 1 illustre également une distinction importante entre quelque chose d'accessible et quelque chose d'utilisable. Ils ont un menu en ligne auquel je peux accéder sur mon iPhone, mais à quoi sert ce menu si certains de ces éléments ne sont pas disponibles sans aviser le client? Ce n'est pas très utile. Ceux qui travaillent dans le domaine de l'accessibilité et de l'inclusion font attention à ne pas confondre ces deux choses. Et lorsque nous concevons quelque chose, il faut veiller à ce que ce soit à la fois accessible et utile pour tous. Le café numéro 2 présente des menus en plusieurs formats, reconnaissant que l'affichage des menus n'est peut-être pas très accessible et nous donne au moins 2 façons d'analyser les informations. 3 en fait, parce qu'ils sont prêts à répondre aux questions absolument si on leur demande. Ils savent également que pour de nombreuses raisons, quelqu'un peut ne pas vouloir ou ne pas pouvoir lire un menu. On peut dire que le café numéro 2 représente l'accessibilité, mais représente aussi des éléments d'inclusion, qui est un concept distinct et qu'il faut souligner. Comme l'illustre le café numéro 1, on peut être accessible, mais pas nécessairement inclusif, à moins d'élargir vraiment la définition d'inclusion. Le café numéro 3 offre une expérience multisensorielle. Il répond aux questions, dispose d'un menu imprimé de taille décente, mais je peux également recevoir des informations par l'odorat et le toucher. Avant la pandémie, ils offraient un ensemble de moyens par lesquels à peu près tout le monde pouvait avoir l'information nécessaire pour prendre une décision, ce qui est la meilleure définition opérationnelle de la conception universelle et comportait plus d'éléments d'inclusion que le café numéro 2. Avant la pandémie, j'aurais choisi le numéro 3 et en fait, j'étais un visiteur fréquent et je leur ai donné beaucoup de mes affaires. Le café numéro 3 illustre, hélas, ce qui s'est passé dans la société à la suite de la pandémie. L'inclusion et la conception universelle ont été minimisées ou sacrifiées au profit de la santé et de la sécurité, et de nombreux endroits s'en tiennent à l'exemple du café numéro 1 maintenant. Et hélas, souvent même pas cela. À mon avis, cela renforce une fausse tension entre l'accessibilité, l'inclusion et la conception universelle et le bien public. Il faudra observer ce qui se passera au cours des prochaines années alors que nous apprenons à vivre avec la COVID. Il faudra aussi participer activement à la création de cet avenir et non seulement en être témoin. Les cafés numéro 2 et 3, avant la pandémie, étaient également d'excellents exemples de l'accessibilité par la conception. En fait, il s'agissait de réfléchir de manière proactive à des solutions qui profiteraient aux personnes handicapées et les mettre en œuvre dès le départ sans qu'on ait à le demander. Cette approche est en contradiction avec l'approche de l'accessibilité par la réponse où les solutions sont offertes sur demande. L'accessibilité par la conception reconnaît que les solutions pour les personnes handicapées sont au pire neutres en termes de valeur et ne sont pas évidentes pour les autres. Au mieux, les solutions d'accessibilité par la conception sont bénéfiques pour tous, pas seulement pour les personnes handicapées. En revanche, l'approche réactive de l'accessibilité par la réponse invite à des solutions spéciales adaptées à l'individu qui en fait la demande.
L'accessibilité par réponse s'appelle aussi accommodement personnalisé. Et c'est comme ça qu'on aborde l'accessibilité dans la société. C'est inscrit dans les codes et les droits de la personne, intégré dans le cadre de loi, comme la loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario. Nous adoptons une approche axée sur la personne, où la personne qui a le besoin défini demande et en demandant décrit ce qui lui conviendrait. Pourquoi? C'est parce qu'historiquement, les personnes handicapées ont dû prendre des décisions et des choix, ont dû accepter les choix et les décisions qui ont été faites pour eux avec des conséquences négatives. L'accessibilité par la conception, une avenue de changement systémique, ressemble parfois naïvement à une approche parentale, hélas, surtout lorsque nous pensons aux politiques, aux pratiques et aux processus et la façon dont ils sont élaborés et mis en œuvre. Nous vivons dans un monde où je dois vous dire que j'ai du mal à voir pour que nous puissions trouver des solutions d'accessibilité. Nous pensons souvent que l'accessibilité est quelque chose qui se fait à la demande. L'usage personnalisé des ressources ou le juste à temps nous a permis de tomber dans un piège dangereux, soit d'attendre que quelqu'un demande pour faire. Pensez à la médecine personnalisée dans le domaine du cancer. C'était mon domaine, donc je peux en parler. Le bon traitement au bon moment, à la bonne dose pour la bonne personne ne signifie pas une course effrénée pour trouver le médicament dont le patient a besoin. Cela signifie être prêt à fournir ce médicament au patient lorsqu'il est déterminé que c'est ce dont il a besoin, grâce, par exemple, à un test génétique. Ou encore, considérer la plupart des nouveaux ascenseurs d'aujourd'hui sont équipés d'une signalisation en braille, de lettres et de chiffres en relief sur des boutons et généralement d'une fonction audio. Donc, moi, je peux entrer en toute confiance dans un ascenseur de bâtiment récent et l'utiliser sans trop d'encombre. Il y a 50 ans, j'aurais eu besoin d'aide. Le premier cas est un exemple de conception proactive déployée en tant que solution environnementale. Une solution d'accessibilité est présente en cas de besoin. C'est une autre façon de penser l'accessibilité par la conception. Le second est un exemple de pensée réactive d'accessibilité par réponse. Une solution, quelqu'un pour aider à utiliser l'ascenseur, est créée sur demande. Vous pouvez dire qu'une personne dédiée à l'utilisation d'un ascenseur inaccessible reste une solution environnementale et un exemple de pensée proactive. Et vous avez raison jusqu'à un certain point. Mais que se passe-t-il si cette personne dédiée à l'ascenseur a également un handicap visuel? Et encore une fois, qu'en est-il de ma capacité de choisir moi-même l'étage auquel je veux me rendre? L'accessibilité par la conception nous fait entrer dans le domaine de la conception universelle, concevoir et mettre en œuvre des solutions qui fonctionnent pour le grand nombre la plus grande partie du temps, ce que le café numéro 3 faisait avant la pandémie. On confond souvent cette solution avec celle qui fonctionne pour le plus grand nombre avec un minimum d'effort, la règle des 80-20 qui repose sur une erreur logique des statistiques, l'existence d'un être humain moyen. Je peux vous dire par formation qu'une telle chose n'existe pas, ni sur le plan génotypique, phénotypique ou l'expérience vécue. La conception universelle est aussi très mal comprise comme étant l'égalisation des chances. Mais si nous en tenons à la métaphore des prés pour un moment, je veux que vous considériez que la conception universelle équivaut à nourrir la prairie d'une croissance miraculeuse afin que tous les brins d'herbe atteignent la même hauteur. La conception universelle ne consiste pas à faucher la prairie. Pour concevoir toute interaction entre une personne et son environnement, nous devons tenir compte de 3 éléments: l'environnement, les informations et les personnes qui nous entourent et avec lesquelles nous interagissons. L'histoire des 3 cafés illustre bien cela. Le café 1 est un modèle formidable de conception environnementale universelle, mais les 2 autres cafés l'étaient aussi. Le numéro 2 a très bien réussi à rendre l'information accessible en adoptant au moins certains des principes de la conception universelle de l'apprentissage. Le personnel du café numéro 3 comprit intuitivement ou consciemment les principes de la conception universelle de l'interaction sociale et l'importance de la souplesse, de la créativité, de la collaboration dans l'interaction avec leurs clients. À la base, ce modèle de conception universelle des interactions sociales exige que nous adoptions la perspective de l'autre. L'agent du service de la clientèle envers le client, le fournisseur de services envers le client, le praticien de santé envers le patient, etc. Dans cette perspective empathique, le modèle nous demande d'examiner l'objectif d'une interaction entre nous
en tant qu'être humain, de déterminer si cet objectif fondamental est mieux servi par des applications rigoureuses des politiques qui nous entourent souvent. Dans le cas du café numéro 3, la possibilité pour un client d'aller derrière le comptoir et d'interagir avec l'été n'invalide pas la relation entre le personnel et le client, et cela a encouragé à la fois la vente ponctuelle et la fidélité à long terme, car maintenant je sais que je ne suis pas dépendant de quelqu'un, que ce soit un membre du personnel ou un compagnon, pour m'aider dans le choix de cet achat. Mon autonomie, mon indépendance ont été préservées. Le résultat, l'impact de cette approche sont étonnamment faciles à mesurer dans le contexte des affaires, de l'emploi, de l'éducation, etc. Nous pouvons mesurer directement l'impact sur la réputation, sur la satisfaction, les résultats et la fidélité des clients et sur la prestation de services et le personnel. J'aimerais proposer une façon de penser à l'accessibilité, un modèle que nous pouvons suivre en tant qu'équipe, organisation, agence. Nous pouvons imaginer une organisation de stade zéro qui n'a pas commencé à concevoir l'accessibilité et l'inclusion dans son travail, son personnel et ses activités. Une organisation de stade 1 applique des aménagements personnalisés sur une base ad hoc, tandis qu'une organisation de stade 2 systématise cette approche par le biais d'une politique et d'une pratique. En fait, elle tente une approche d'accessibilité par la conception enracinée dans l'accessibilité par réponse. Une organisation de stade 3 commence à concevoir une véritable accessibilité par la conception en créant des politiques et des pratiques qui s'efforcent de manière proactive de favoriser l'inclusion en mettant en œuvre des solutions d'accessibilité. Enfin, une organisation de niveau 4 vise une conception universelle et des solutions environnementales. Lorsque nous pensons, dans le contexte de la pandémie, à tout cela, nous commençons à envisager les ramifications à long terme des 2 dernières années et demie sur l'accessibilité dans notre société. Un mouvement régulier vers les stades 3 et 4 a été temporairement, espérons-le, stoppé en faveur de l'approche plutôt des stades 0, 1 et 2. Si on ajoute à ça l'isolement, le manque de mobilité, les obstacles auxquels sont confrontées les personnes handicapées, nous avons une crise d'accessibilité naissante, mais souvent cachée dans la société. Des conférences et des discussions comme celle-ci sont porteuses d'espoir pour l'avenir. Les communautés qui s'unissent, qui reconnaissent leurs préjugés, nous incluent en tant que personnes handicapées et qui s'efforcent de concevoir des solutions dans nos espaces et nos lieux uniques, en fait, qui créent un réseau d'engagement et d'expertise, facilite le changement, un sentiment renouvelé d'optimisme et de progrès. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite d'excellentes discussions.